Alors, ça fonctionne? J'espère, je crois. Salut tout le monde, je pense que on est en direct. Je suis sur mon téléphone, enfermée dans un bureau, ben, pas un placard, mais un bureau de la maison de naissance où je travaille parce que tout simplement, ben, j'ai pris une chance de programmer un direct aujourd'hui alors que j'ai une garde pour mon job de maison de naissance, d'assistance aux sages-femmes. Alors, c'est calme, il y a des parents qui ont eu leur bébé qui se reposent maintenant, qui sont dans les heures suivantes la naissance. Donc, je suis à l'affût parce que je suis à leur service si jamais ils ont besoin de quelque chose. Et dans le cas où ils ont terminé, ils vont partir et je vais les accompagner et être sûr que tout va bien avec l'allaitement aussi. Donc, c'est calme. Alors, en attendant, je vais quand même essayer d'honorer mon engagement de vous parler un petit peu des systèmes du bébé. Je vais me présenter quand même rapidement. Moi, je m'appelle Nathalie Albertini. C'est moi qui m'occupe de Nathalie Allaitement. Donc, Nathalie Allaitement, c'est quoi? C'est un espace de soutien direct en allaitement. Donc, vraiment des visites à domicile pour les familles, de l'aide de toutes les façons possibles pour les projets d'allaitement. Et puis, ben, je propulse en fait des cours en ligne, des masterclass, des outils pédagogiques pour les soignants et bien sûr pour les parents. Mais de toute façon, l'objectif, c'est toujours d'atteindre les futurs parents pour les préparer à vivre une expérience ben, les plus sereines possibles, hein? Toujours en correspondance avec leurs valeurs aussi. Donc, se préparer pour l'allaitement, c'est important. Évidemment, souvent, on se prépare beaucoup pour l'accouchement, mais l'allaitement, c'est tout un projet, une aventure. Et c'est souvent excellent, en fait, c'est souvent le gage d'un succès ou du moins d'un peu plus les parents en profitent davantage, en tout cas quand ils sont informés, quand ils comprennent leur nouveau-né et puis quand ils sont organisés aussi pour les relevailles parce que c'est une période vraiment particulière et qui peut aussi être fragile, hein, selon comment on est soutenu ou pas, comment on est organisé ou pas, où est-ce qu'on vit ou pas et dans quelles conditions. Alors voilà, donc ça c'est vraiment ma mission. Je suis basée à Montréal, mais vraiment je diffuse dans toute la francophonie, donc ça me fait très très plaisir de savoir qu'il y a des gens à l'autre bout du monde parfois qui écoutent toutes ces vidéos et qui s'intéressent à mon travail. J'ai une chaîne YouTube où il y a énormément de contenu, donc si vous voulez chercher n'importe quel sujet en allaitement ou presque, ben, il y a des petites capsules de Jazette Allaitement, certains lives que je fais sur Facebook, je les remets là-bas. Donc, encore une fois, Nathalie Allaitement. Vous allez trouver tout ça sur YouTube. Et puis, mon site web, c'est nathalieallaitement.com. Alors, en ce moment, mon produit phare, c'est vraiment une masterclass qui parle de la première semaine d'allaitement, que j'ai conçue vraiment à la demande des parents, puisque j'ai fait un live il y a quelques mois sur Facebook qui a eu tellement de succès et tous les futurs parents, les nouveaux parents disaient mais c'est vraiment ça qu'on a besoin. Donc cette masterclass est disponible ben, à travers mon site internet. Le prix de lancement en ce moment c'est 95 $, pardon, tout compris. Et vous pouvez aussi, avec toute la documentation bien sûr, vous pouvez aussi avoir le prix 125 $ avec ben, une consultation avec moi en extra. Donc, apprendre peut-être avant la naissance ou après selon vos besoins, selon vos questions et puis comment vous êtes familier ou non avec tout ce qui va ensuite arriver avec votre bébé. Alors aujourd'hui, ben, le système immature chez le nouveau-né. On parle beaucoup de son ventre, hein, de son système digestif, mais il faut savoir que c'est tout relié, c'est-à-dire que la maturation de ce qui se passe dans l'organisme du bébé est reliée à sa maturation ou sa maturité, selon le point de vue cérébral. Alors le nouveau-né, il arrive plus ou moins mature, évidemment. Parfois, ils naissent un peu tôt dans la grossesse, les bébés, parfois un peu tard. Il y en a qui restent longtemps hein, dans le ventre de leur maman. Et puis, peu importe l'âge de la grossesse, en fait, les nouveau-nés ont aussi une maturation qui leur est propre. C'est-à-dire que les fœtus ne se développent pas tous avec les mêmes gènes et donc avec la même cadence ou force, ou je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais
c'est ça. Il y a vraiment une question de maturité cérébrale qui est plus ou moins là et qui va conditionner ben, le comportement du bébé ben, tout de suite après sa naissance. Les études même parlent et montrent qu'on parle aussi de la maturité, de la maturation pour déclencher l'accouchement. Donc, certaines hormones de la mère participent au déclenchement de l'accouchement, mais il y a aussi des messages qui viennent du bébé. Alors ça, c'est à l'étude. C'est pas encore quelque chose de très connu, là. Qu'est-ce qui fait que l'accouchement se déclenche ou non? Ensuite, l'autre chose, c'est que le bébé arrive donc avec certains réflexes qui vont lui permettre de vivre, donc de communiquer, de rentrer en relation, d'aller vers le sein. Et puis, si on lui offre le sein, qu'on l'approche et qu'on lui donne tout l'environnement qu'il a besoin pour stimuler en fait la séquence de réflexes qui lui permet de téter, alors ben, il va y aller. Ses réflexes vont être en éveil. Et puis, il y a une espèce de séquence, là, de suite logique de gestes et de réflexes archaïques qui se mettent en place. Et à ce moment-là, le bébé est capable d'entrer en communication d'abord, ensuite de chercher à aller au sein, et puis ensuite d'aller au sein avec la séquence qu'on connaît de prise du sein. Donc, une fois qu'il va être au sein, il va déglutir, ben, suctionner, déglutir, et puis finalement se nourrir. Et au fur et à mesure, il va apprendre. Et donc, il va délaisser ses réflexes pour faire la place à son expérience, à sa mémoire et reproduire des gestes qui vont lui permettre de se nourrir et de poursuivre son développement. Alors, c'est pas parce que le bébé arrive et vient au monde avec une certaine forme de maturité qu'il est forcément complètement terminé. En fait, la chose, c'est que la grossesse, elle est un peu courte chez les êtres humains. Il semblerait que dans, je ne sais pas c'est lequel de nos ancêtres Cro-Magnons, on gardait les bébés plus longtemps en gestation, en fait, il y a bien longtemps, parce qu'on était aussi probablement beaucoup plus à quatre pattes, on avait des bassins plus larges, donc comme on n'avait pas la même forme de squelette, ni les mêmes conditions de vie non plus, eh bien, on gardait les bébés un peu plus longtemps. À partir du moment où l'homme, je sais pas, le sapiens ou le sapiens sapiens s'est mis debout et s'est mis à vivre vraiment debout et devenu bipède, alors l'enjeu c'est que les grossesses ne pouvaient pas rester aussi longtemps. Les bassins ont rétréci, la tête aussi du bébé a rétréci, donc tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, peut-être pas du jour au lendemain, mais dans l'espace des mutations que l'homme a connues, dans sa transformation et son évolution, si on veut, eh bien, les grossesses se sont raccourcies. Ce qui veut dire que les bébés sont nés un peu plus tôt, mais les adaptations, les mutations, si vous voulez, de l'évolution ont fait que dans cette naissance un peu prématurée, la nature a prévu que le bébé, justement, soit nourri en continu comme durant la grossesse, en tout cas les premières semaines de sa vie, soit porté le plus possible et donc bénéficie du pot à pot. Donc, un peu comme dans la grossesse où il était contenu, régulé au niveau de sa température, de sa glycémie, de toutes ces choses qui stabilisent ben, son cœur, sa circulation sanguine, et patati et patata, l'oxygénation de ses organes, de sa manière ben, pas de respirer, mais d'oxygéner ses cellules. Tout ça était en continu durant la gestation. Alors, le fait de trouver des astuces même hors du ventre de sa mère pour réguler ces choses-là, ont fait que, en fait, ça correspond au 4e trimestre de grossesse. Tu sais, quand on vous dit, on vous parle aux nouveaux parents de vous organiser le 4e trimestre de grossesse, puis que c'est vraiment cette période-là qui va être importante pour conditionner un potentiel d'améliorer la maturité du bébé. C'est vrai pour son système digestif, mais avant tout, en fait, pour sa maturité cérébrale. Parce que la maturité cérébrale, les connexions que le bébé va pouvoir faire dans son cerveau vont lui permettre de stabiliser d'abord ben, sa respiration, qui n'est pas très stable quand il vient au monde à 9 mois de grossesse. Donc, le nouveau-né n'est pas stable à ce niveau-là. Pas stable non plus pour la température.
il n'est pas capable de gérer sa température tout seul comme nous, on le fait plus tard. Tous les êtres humains ensuite régulent leur température en fait assez tôt, pas seulement une fois adulte, mais beaucoup plus quand on est adulte. Donc ce sont toutes des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, comme notre respiration. En fait, les gens qui n'ont pas des bonnes respirations ou qui ont de l'insuffisance pulmonaire, des choses comme ça, le savent très bien et que ça leur demande un effort, un très gros effort pour respirer d'une façon optimale ou en tout cas la meilleure possible pour faire fonctionner le reste de leur corps. Mais quand on va bien à ce niveau-là, on ne le sait pas qu'on respire et qu'on gère un système respiratoire qui est fonctionnel. Alors le bébé, c'est le cas. Il fonctionne, mais il n'est peut-être pas optimal. Donc, quand il arrive, tout ça, ça s'ouvre, ça se met en place, ça se met en branle, mais ça reste que ça lui demande beaucoup d'efforts pour gérer, admettons par exemple, l'appareil respiratoire. Beaucoup d'efforts pour gérer la nouveauté du système digestif. N'oubliez pas, lui, il était dans le ventre, il était nourri en continu par son cordon ombilical, oxygéné de manière parfaite dans tout son système, tout son corps en développement. Alors quand il naît, son corps continue d'être complètement en développement, son cerveau extrêmement exigeant en nutriments continue à se développer d'une manière fulgurante. Vous le savez, les 2 premières années de la vie du bébé, c'est vraiment, vraiment très énergivore, le cerveau, le développement du cerveau. Alors, dans ces conditions, vous pouvez comprendre que les exigences, en fait, en énergie, puis en termes de multiplication finalement des exigences, je dirais, ça s'additionne puis ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps pour quelqu'un qui n'a pas forcément la maturité de le faire. Donc, je parlais tout à l'heure des astuces que la nature a mis en place pour finalement faire croire au bébé qu'il continue un peu d'être en gestation pendant ses premières semaines de vie. Eh bien, c'est là que le pot à pot prend tout son sens, que l'allaitement à la demande, entre guillemets, à l'éveil prend tout son sens parce que le bébé a besoin d'être nourri le plus possible en continu, de ne pas éprouver ni la faim, ni la soif, ni l'absence finalement de réconfort ou de proximité qui lui fait sentir justement qu'il est accueilli en continu. Le pot à pot, puis le fait d'être contenu, le fait d'être porté, donc d'avoir beaucoup de, comment on dit ça, d'influence kinésique, hein, le mouvement, comme dans le ventre de sa mère, c'est quelque chose qui souvent rassure les bébés, leur permet de se calmer, de s'endormir. Donc les bercements, le mouvement, le fait de le porter dans les bras, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour votre bébé naissant dans les premières semaines qui va être très important pour la maturation et le développement de ces connexions cérébrales qu'on a tellement besoin. Et vous verrez que ça va avoir un lien direct. Le fait de le porter beaucoup, de faire du pot à pot régulièrement, mais vraiment du pot à pot, là, pas du chemise à coton, à pyjama, pas la moitié habillée avec quand même un soutien-gorge, quand même un petit t-shirt body pour le bébé. Non, on parle de pot à pot, bébé en couche et vous êtes le torse nu. Vous, la maman, pour l'allaitement, évidemment, ça va beaucoup aider le bébé à s'orienter, les séquences, les odeurs et tout. Mais avec papa aussi ou avec quelqu'un de signifiant autour, même les grands frères, les grandes sœurs, la grand-mère, les gens qui sont là. Bon, je sais, avec la période de pandémie, c'est vraiment terrible, on manque beaucoup de contact, mais offrez-en le plus possible à votre bébé, c'est très très important dans les premières semaines. Non seulement il va bâtir son système immunitaire en réactivité avec le microbiote, c'est-à-dire l'environnement microbien de sa mère d'abord, de son père bien sûr, ou du partenaire, c'est-à-dire de l'autre parent qui est là dans sa vie, qui le touche beaucoup, qui l'embrasse beaucoup, qui fait du pot à pot. Le bébé bénéficie énormément de ce pot à pot, donc au niveau de l'assise, la base du système immunitaire, mais comme je disais aussi, la stabilisation donc on l'a déjà dit, respiration, température, battement de cœur, donc le rythme cardiaque. Au niveau du système sanguin, il y a des influences incroyables et des interconnexions que moi, j'ai même pas appris tous les détails, mais avec donc ses capacités cérébrales et le reste, donc la stabilisation de la température. Au niveau du cœur, ça rejoint évidemment tout le reste des organes, donc au niveau du développement des sens. Le bébé, hein, vous savez, c'est fulgurant entre le jour 1 et 3 semaines, par exemple, sa vue
va s'améliorer, va s'éclaircir, va devenir de plus en plus net. Il y a énormément de couleurs qui vont s'affirmer ou se nuancer, disons. Au début, le bébé voit à 30 cm et puis essentiellement, s'il y a une tache rouge quelque part, il va la remarquer, mais sinon, il ne voit pas grand-chose. C'est fait pour qu'il puisse contacter avec des yeux, puis aussi trouver le bout de sein de sa mère qui est plus foncé. Donc, vous voyez, mais en fait, il se repère à l'odeur, hein, le bébé, au début, quand il arrive. C'est pas vraiment la vue qui est son sens le plus développé, mais par contre, il cherche, il veut voir, il ouvre ses yeux, il regarde partout, il est curieux, il suit les sons. Donc, pas seulement la vue, hein, bien sûr, au niveau du toucher, il est extrêmement déjà compétent et sensible, mais il va développer aussi une sensibilité, une mémoire par rapport à ses expériences. Donc, le plus possible dans les premières semaines que vous allez lui donner pas seulement le pot à pot, mais aussi des touchés, vraiment des contacts très bienveillants, des interactions bienveillantes. Vous allez stimuler ces connexions-là et permettre au bébé finalement de maturer et d'aller plus loin dans ses capacités. Encore une fois, souvent, quand je vais en soutien direct chez les parents, on a mal des fois, la tétée n'est pas super efficace, les positions, les postures sont difficiles. Les bébés ont des minuscules bouches. Bien sûr, au début, ils viennent d'arriver, leur mâchoire ouvre pas grand. Des fois, ils sont un peu inconfortables au niveau du cou ou du crâne parce que la naissance a été tout un passage, hein, toute une aventure. Alors, ces bébés-là vont bénéficier des fois d'avoir de l'aide, un peu d'ostéo, un peu de soins, de la chiro, mais vous aussi, vous pouvez les masser, vous pouvez leur donner des bains, trouver des astuces comme ça qui, de manière sensorielle, vont leur apporter des expériences, pas pour leur faire perdre de l'énergie, donner des bains jour 1, 2, 3, ça sert à rien du tout, surtout pas pour laver le bébé, mais moi je parle plutôt de, par exemple, les bains où le bébé retrouve un peu sa vie utérine, là, où il flotte dans l'eau, où on lui offre une expérience de détente. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent calmer le bébé, hein, que vraiment son système nerveux central soit exactement comme quand il était en gestation, c'est-à-dire vraiment à son beau fixe, et puis permettre aux autres choses de se développer, de s'ouvrir. Alors, c'est ça, je disais que quand je vais parfois en support chez les familles à la maison, ben, on a souvent des questions comme un bébé qui se tortille, on va parler de colique, un bébé qui pleure souvent, qui a l'air en fait insatisfait, hein, et on l'interprète souvent comme « Ah, peut-être qu'il n'a pas assez de lait, il n'a pas assez bu, le bébé est pas content du lait qui est disponible pour lui au sein. » Alors, parfois, l'inconfort du bébé ne vient pas du fait qu'il n'est pas rassasié ou qu'il est en manque de lait. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas beaucoup de lait. Les premiers jours, on a du colostrum, c'est des quantités minuscules, mais ne vous inquiétez pas, c'est de la potion magique. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment tout ce qu'il faut est dedans. Donc, le bébé n'a pas besoin des grosses quantités, mais s'il semble insatisfait, d'abord, il va souvent au sein, il veut téter beaucoup tout le temps, ou il ne veut pas lâcher le sein, il veut y rester longtemps, parce qu'il est en train de stimuler la glande mammaire. Donc, lui, il est en train de programmer vraiment l'arrivée de la montée laiteuse, puis finalement de faire en sorte qu'il y ait une production qui corresponde à ses besoins dans les jours qui suivent. Donc, généralement, si le bébé n'arrête pas de téter dans les premiers jours, c'est très bien. Dites-vous qu'il est en train vraiment de passer sa commande au niveau du cerveau et que ce lait-là va arriver ensuite. Maintenant, si parfois il a l'air inconfortable ou qu'il pleure, c'est pas non plus forcément parce qu'il est insatisfait ou qu'il n'a pas assez bu. Je m'excuse, j'ai tout le temps comme des cheveux dans la face. Alors, en fait, plutôt, ce bébé-là, il manque de confort parce qu'il n'arrive pas à retrouver finalement l'espèce d'alignement où tous les systèmes fonctionnaient de façon fluide et facile. Ces inconforts viennent de ça. C'est-à-dire que vous le comprenez peut-être pas, mais peut-être que quand il tète, quand il est au sein, ben, au niveau de ses battements de cœur ou de sa respiration, c'est moins facile. Ça lui demande un effort. Peut-être qu'au niveau de son système immunitaire qui est en train de se mettre en place avec la digestion, ben, il y a des défis à l'intérieur de son ventre. Donc, de façon digestive, il y a beaucoup de bébés aussi qui ont, quand ils passent une selle ou qu'ils ont des pets,
peut-être pas la première semaine, mais dans les premières semaines, là, vous allez voir, des fois, c'est tout un spectacle. Là. La Terre arrête de tourner, puis le bébé se peut plus jusqu'à ce que finalement le fameux petit caca soit sorti. Et là, finalement, tout va bien, ils arrivent à s'endormir. Donc, il y a beaucoup de mamans qui me questionnent là-dessus, ou de parents comme, mais voyons, tu sais, il y a mal, est-ce qu'il souffre, comment il se sent? Donc, ce bébé-là, en général, la première chose que vous pouvez faire pour l'aider, c'est de récupérer, enfin, vous souvenir de cette chose-là, du fait que il est encore en transition. Il est dans une adaptation néonatale, c'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de retrouver le plus possible l'état dans lequel il était à la fin de la grossesse et d'aligner finalement, de stabiliser les systèmes que vous pouvez l'aider à stabiliser pour se retrouver confortable et justement progresser. Ben, progresser, c'est pas le bon mot, mais stabiliser finalement, amoindrir les inconforts, diminuer les sources d'inconfort à l'intérieur de lui. Hein? Et parfois, c'est idiot, mais il y a des bébés, on leur donne un peu plus chaud, on les couvre un peu plus, on les prend dans les bras, puis ils se calment. Et c'est ça le problème de beaucoup de parents. Ah, mais oui, mais on peut jamais le déposer. On le dépose dans son lit, on l'habille, puis là, il se met à pleurer, il est pas content. Quand il est dans les bras, il arrête, mais quand on le dépose, ça va plus. Alors, c'est difficile, oui, mais peut-être juste, regardez, votre bébé, il est encore en adaptation. Il n'a pas encore atterri sur la Terre, il a besoin moi j'appelle ça des fois le sas de transition, hein, comme dans un sous-marin. Il était dans l'eau, vous voulez l'amener sur Terre dans un monde aérien, oui, ok, mais il a besoin dans le sas d'y aller doucement. Et ce sas, il n'y a pas de secret, c'est sur vous, c'est dans vos bras, c'est le plus possible au sein. Donc tous ces éléments-là doivent concorder. Alors bien sûr, des fois maman est épuisée, bébé est tout le temps au sein, elle n'a pas le temps de prendre une douche, elle n'a pas le temps de manger ou de s'étirer un peu ou encore mieux peut-être de dormir, faire une petite sieste. Mais vraiment, il faut essayer d'être bien entouré. C'est ça l'enjeu du 4e trimestre de grossesse. C'est le soutien, c'est la communauté, c'est la famille ou les amis immédiats qui sont vraiment signifiants pour vous et qui vont vous soutenir. Donc, dans tous les pays où les cultures d'allaitement sont présentes, on le sait, une maman, une grand-mère, une tante, ce sont souvent les femmes de la famille, comme dans l'ancien temps au Québec, c'était le cas. Les 40 jours qui suivent la naissance, la mère se fait prendre en charge totalement par la communauté, de façon à offrir ce temps, cet espace pour la mise en route de l'allaitement. Et quand on parle de relevailles ou de 4e trimestre de grossesse, mais souvent on parle de ces 3 premiers mois. Hein? Alors, moi, je parle souvent des 6 premières semaines parce que c'est vraiment ça, les apprentissages du bébé, la mise en route de l'allaitement. Donc, souvent, il y a une étape là à vivre, mais c'est vrai qu'on parle aussi énormément des 3 premiers mois de la vie. D'ailleurs, beaucoup de mères vont vous le dire, au départ, le bébé, c'est comme si c'est pas vraiment un bébé tel qu'on l'imagine ou tel qu'on le projette, hein, le bébé idéal, le bébé qu'on explique dans les livres ou qui a un rythme ou qui a vraiment une interaction. Non, c'est seulement à 3 mois que vous allez voir que tout ce que vous avez cherché à atteindre comme objectif de, je sais pas moi, dormir un peu, avoir des rythmes, un nombre de tétés par jour ou des quantités que vous pouvez plus ou moins gérer de comment il boit, qu'est-ce qu'il boit, combien de minutes. Si vous êtes exclusivement au sein, vous allez vous poser toutes ces questions au début. Mais c'est seulement vraiment autour de 3 mois que vous allez pouvoir avoir une idée de votre bébé, qu'est-ce qu'il boit comment, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses rythmes, quel genre de sommeil il a besoin. Parce qu'à ce moment-là, il y a une espèce de maturation, on peut dire, qui commence à être là et qui donne au bébé une certaine autonomie, ben là, guillemets sur autonomie, hein, une autonomie potentielle d'avoir en fait un certain rythme, des cycles dans cet été, ses cycles de sommeil, ses habitudes aussi par rapport à votre vie de famille et vos valeurs à vous, votre façon de procéder et de lui transmettre bien sûr vos habitudes. Alors, tout ça se met en place tranquillement, mais je dirais que c'est toujours conditionné par qu'est-ce qui se passe dans le ventre du bébé. Vous voyez, je vous encourage à me poser vos questions. Vous pouvez les écrire déjà si vous en avez. Pour ceux qui sont en ligne, ça va me faire plaisir d'y répondre. Par exemple, les bébés qui ont des défis, hein, on parle de bébés parfois qui ont du reflux, par exemple, de l'acidité.
tous les bébés, tous les nouveau-nés vont avoir des régurgitations, par exemple. C'est très commun, le diaphragme est très léger, l'estomac, tout ça, ça saute, c'est pas stable. Donc c'est tout à fait normal, les bébés, ils ont souvent le hoquet, et puis dès qu'ils ont un petit peu de liquide dans l'estomac, pouf, des fois, le diaphragme saute, et puis hop, le bébé régurgite. C'est pas grave. Tant que c'est pas des vomis en jet, là, on s'inquiète pas. Si vraiment votre bébé régulièrement fait des espèces de vomis, est un peu léthargique ou amorti, et que vous voyez qu'il y a des grosses quantités de liquide qui sortent en jet, à ce moment-là, vous en parlez à votre soignant. Mais les régurgitations, on disait que c'était plutôt un problème de lessive qu'un problème médical. Donc, vous inquiétez pas avec les régurgitations. Par contre, il y a des bébés qui régurgitent et, au malheur, ça fait remonter l'acidité de l'estomac vers l'œsophage. Alors, ils ont l'œsophage qui brûle, mais ça, c'est hyper inconfortable. Et le reflux gastro-œsophagien, c'est quand même... Ben, il y a des degrés, là. Il y en a, c'est pas très grave, puis ça dure pas longtemps. Il y en a d'autres, par contre, c'est persistant, puis ça peut leur donner même une aversion de la tétée ou une peur d'aller au sein, ou au contraire, ils vont téter tout le temps pour essayer de se calmer, puis calmer cette sensation douloureuse. Puis là, ben, ça va faire l'effet de tout le temps brûler aussi. Donc, il y a des bébés qui ont besoin d'être médicamentés, mais ça, c'est vraiment au bout de la fourchette, un très faible pourcentage d'enfants qui ont réellement besoin de médicaments. Faites attention, c'est la mode. Il y a beaucoup de médecins qui disent « Oh, on va donner du médicament pour le reflux », alors que le bébé aurait besoin peut-être juste d'être plus contenu, plus de peau à peau, redressé, c'est-à-dire faire des tétées un petit peu plus verticales ou le bébé par-dessus vous plutôt que de manière horizontale. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses qui peuvent aider au niveau du reflux. Alors, le bébé qui a du reflux, la gestion de cette douleur-là ou l'inconfort qui est causé par cette condition, des fois, va affecter le reste de sa maturation. C'est-à-dire qu'il va être tellement concentré sur l'inconfort causé par l'acidité, sur les difficultés qu'il a à téter d'abord, à le faire, à faire sa tétée, à digérer et à subir finalement les sensations inconfortables, qu'il ne va pas se laisser aller dans le reste de ses maturations en quelque sorte. Donc, vous voyez que ces bébés-là vont développer un stress qui, des fois, se transforme en détresse. Donc, oui, ils vont pleurer énormément. Oui, ils vont être toujours en demande. Et, en effet, ça va être encore plus difficile de les déposer, de ne pas les avoir toujours dans les bras, de ne pas les avoir toujours au sein. Et ces parents-là deviennent vite épuisés et demandent « OK, mais on fait quoi avec ça? » Alors, c'est sûr que quand on voit qu'il y a une condition anormale aussi qui rend le bébé vraiment super inconfortable, ben, c'est d'essayer de trouver des choses bien sûr, pour le soutenir là-dedans, puis aller consulter, bien sûr, est-ce que il faut qu'on s'occupe, chercher des astuces de confort, bien sûr, comme je parlais du reflux, ben, ce bébé-là ont besoin de beaucoup de portage, puis ça, même le médecin va vous le dire, là. Trouvez-vous un porte-bébé, faites du pot à pot, promenez-vous avec l'enfant, puis dormez chacun son tour. Il n'y a pas vraiment de secret, là, faut vraiment s'en occuper. Voilà, mais par contre, c'est curieux, vous voyez les mamans africaines qui ont leur bébé attaché tout le temps au dos, ben, et qui font tout le reste de leur travail comme ça, ben, elles en ont pas tellement de ces problèmes-là. Vous voyez, on parle pas beaucoup des coliques du bébé qui pleure énormément le soir, qui est toujours en demande. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un remède facile, c'est une certaine proximité. Mais à mon sens, c'est vraiment de comprendre que le 4e trimestre de grossesse, les 3 premiers mois de la vie de l'enfant, ce qui est vraiment crucial, c'est de savoir que le bébé est en transition. Il est dans ses adaptations néonatales. Pour lui, la vie terrestre a commencé, mais la vie aérienne, il a besoin d'une transition pour y arriver seul, pour y arriver de façon optimale. Donc, c'est pas fini là, votre temps de fabrication de bébé, dans le sens que la grossesse a permis de commencer ce travail-là, mais c'est vrai que le bébé a encore besoin de votre aide et de votre soutien pour... Alors, est-ce que j'ai des questions? Moi, j'ai un petit peu fait le tour, là, je vais commencer à me répéter si je parle toute seule, mais vous êtes là, je vous vois, vous êtes en direct. Vous êtes quelques-unes, quelques-uns à être branchés. Alors, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Gênez-vous pas, ça peut être des questions
sur la maturation, l'immaturité et tout ça, mais je vais vous envoyer vers mon blog, en fait, là, sur Nathalie Allaitement, le blog du lait. Il y a un billet, il y a 2 articles, en fait, qui parlent de l'immaturité digestive du bébé. Et je pense que là, c'est un petit peu plus documenté aussi par rapport aux chiffres, aux études, et puis ce qu'on a disponible hein, comme information pour comprendre réellement l'impact, les enjeux en fait de ce qui se passe dans les premières semaines. Puis c'est vrai que c'est important de le comprendre en lien avec la mise en route de l'allaitement, mais c'est aussi important de comprendre en fait tout simplement ce qui se passe chez le nouveau-né pour interpréter ses demandes, ses pleurs, son comportement, puis même ses rythmes, hein, l'absence de rythme au début, moi je trouve que quand on comprend à quoi ça correspond, à un transit gastrique bien sûr qui est extrêmement rapide, un bébé de 3,5 kg, ça digère à peu près en 1h10 pas plus, alors de la tétée jusqu'à la couche. Donc vous voyez que même nous comme adultes, on n'a pas besoin de manger tout de suite quand on vient de terminer de digérer. Mais quand même, en général, nous les adultes, le seul moment plus long où on va pas manger, c'est quand on dort. Autrement, on va avoir faim après quelques heures, 5 heures, 6 heures, euh, en moyenne, disons. Souvent le matin, le midi, c'est moins long, mais c'est des repas plus petits, mais déjà 6 heures, 7 heures sans manger, c'est beaucoup. Alors, imaginez pas un bébé de 3,5 kg. Donc, juste ça, juste comprendre ça, je trouve que des fois, ça aide. Parce que dans les débuts, c'est tellement fréquent les tétés. Le bébé, des fois, il finit de téter, il passe 30 minutes dans les bras de quelqu'un d'autre, puis là, il veut retourner au sein. Il fait des signes de faim, il a l'air de vouloir y retourner. Donnez-lui, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la question, est-ce que ce bébé-là aussi a besoin de peau à peau? Est-ce que ça fait 3 jours qu'il est habillé, puis qu'on est habillé, puis que finalement, le seul peau à peau qu'il a, c'est quand il y a les joues collées sur le sein de maman? Peut-être qu'il bénéficierait d'en avoir un peu plus. Donc, offrez-lui. Moi, je dis toujours au moins, par exemple, 1 fois par jour, maman fait un cycle de tété et dodo. Donc, vraiment, c'est le moment où maman s'écrase dans son lit en semi-allongé, là, avec des oreillers dans le dos. Bébé à position ventrale sur elle. Il tète, ensuite il reste là. On couvre le dos de bébé, puis vous vous calez avec des coussins sous les bras. Vous restez là, vous regardez un film, vous vous assoupissez, il n'y a pas de problème. Et puis papa aussi, ou votre partenaire. En tout cas, un cycle de peau à peau aussi pour le conjoint, la conjointe. Donc faites-le au moins 2 fois par jour. Déjà, ça va être vraiment super pour le bébé. Au moins les 3-4 premières semaines. 2 fois par jour. Mais si vous voulez le faire à chaque tétée, plus souvent, si vous avez du fun, du plaisir comme ça, si ça vous oblige à rester tranquille et à vous reposer aussi, les 2-3 premières semaines, là, c'est très important que la mère reste tranquille. On parle de dégestation, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. La dégestation, c'est vraiment le temps que ça prend pour fabriquer un bébé. Le corps de la mère qui a accouché, qui a fabriqué le bébé, a besoin autant de temps pour retrouver, si vous voulez, une sorte d'équilibre. Ben, peut-être pas pré-grossesse, parce que la grossesse vous aura transformé pour toujours, en tout cas hormonalement parlant. Hein. Je ne parle pas d'aspect physique ou de vergeture ou de peau qui tombe, là, pas du tout. De toute façon, ça revient, tout ça, vous inquiétez pas. Plus vous êtes jeune, plus ça revient vite, c'est très élastique, tout ça. Mais au niveau hormonal, alors le corps de la femme est vraiment extraordinaire, mais il faut lui donner le temps. La société, là, les magazines, puis les superstars, les Céline Dion de ce monde, qui veulent nous faire croire que 2 semaines après avoir eu une césarienne, on est top shape, ventre plat, en train de danser sur le stage, c'est difficile. À 2 semaines après l'accouchement, là, normalement, vous devriez être le plus possible de la journée dans votre lit, sur votre canapé ou votre chaise préférée, avec un bébé collé sur vous qui tète comme il veut, puis vous qui faites du tricot, vous lisez votre livre, vous admirez ses orteils, et puis vous vous reposez. Vraiment, vous vous reposez. Il faut qu'il y ait du monde qui vous apporte des petits plats très bons, très riches en fer, et vous reposez, c'est tout, là.
Donc, c'est sûr que ça peut être reposant aussi de se lever, faire des petits étirements, prendre une bonne douche, démêler ses cheveux, aller faire un petit tour sur le balcon, boire une limonade. Oui, tout ça, ce sont des très bonnes récréations, mais papa peut trouver quelqu'un d'autre pour maturer ses systèmes en attendant que vous ayez vos petites récréations, mais c'est pas le moment de recommencer à être super active et faire des tas de choses. Même pour les très actives, je peux le dire, moi je suis une hyperactive et j'ai essayé de faire ça pendant justement les premiers mois de mes enfants, de vouloir reprendre plein d'activités, m'occuper des autres, faire ci, faire ça, mais en fait ça fonctionne pas. Des fois, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on a un bébé qui est encore plus en demande. Puis là, après, on dit, ah, j'ai un bébé aux besoins intenses. Il est vraiment intense. Il demande beaucoup d'attention. Il veut pas qu'on le dépose dans sa couchette. Il veut toujours dormir dans les bras. Mais ce bébé-là a besoin de peau à peau. Si on lui donne pas, il va réclamer, réclamer. Il va tout le temps réclamer, en fait. Alors, voilà. C'est ça. Je pense que je vais vous prévoir un petit live sur les bienfaits du pot à pot, mais d'une façon, peut-être avec une de mes amies qui est une spécialiste, pour vous parler un peu de ça de façon plus approfondie. Parce que je pense que moi, j'ai découvert, en tout cas, que en étudiant en lactation, que le pot à pot était, dans tout le monde mammifère, probablement encore plus important que l'apport en lait maternel. Donc, vous voyez qu'un bébé qui recevrait plein de lait maternel mais aucun contact et pas du tout de peau à peau, en fait, aurait moins de chances de se développer de façon optimale, puis même la maturation de son cerveau dont je parlais, qu'un bébé qui aurait du peau à peau et pas de lait maternel. Donc, vous voyez que c'est le mix des deux qui va donner le maximum des chances à l'enfant de d'abord maturer rapidement et de façon la plus optimale, mais aussi d'avoir un développement le meilleur, quoi, le meilleur développement possible. Donc, vous voyez que pour le long terme, là, pour tout ce qu'on fait pour nos enfants, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un meilleur avenir et une vie heureuse et forte, ben, ça commence par là. C'est ce temps-là qu'il faut prendre, puis peut-être que ça déconstruit un peu l'idée qu'une fois que vous avez accouché, c'est bon, vous récupérez un semblant d'autonomie. Désolée, mais si vous voulez vous faciliter la vie et le plus vite possible avoir un enfant qui développe son autonomie, à mon avis, il faut investir dans les premières semaines. Investir une proximité comme si votre enfant, en fait, n'était pas encore né, qu'il était encore dans le ventre et puis qu'il avait encore les mêmes besoins que ce fœtus-là qui était porté, nourri en continu, protégé aussi, etc. Donc, voilà. Alors, vous n'avez pas de questions, mes chers, vous autres qui êtes là. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vais m'intéresser à la famille qui m'attend. Mais non, ils ne m'attendent pas, en fait. C'est super calme. J'ai regardé, puis c'est calme. Alors, voilà. Je vous donne encore 2 minutes. Avez-vous des questions pour moi? De toute façon, vous allez aller lire sur le blog. Vous allez avoir des détails sur ça. L'immaturité digestive du bébé, mais qui est reliée à sa maturité cérébrale. Qui n'a aucun rapport avec s'il est intelligent ou pas, hein, évidemment. C'est une question de maturité, de connexion, en fait, entre les systèmes. Et je vais conclure là-dessus. Moi, j'aime bien résumer ou expliquer cette situation en parlant du disque dur. C'est-à-dire, le bébé arrive au monde avec un disque dur qui est fonctionnel, qui est capable d'avoir des applications, tout ça, mais il n'y a pas les exécutifs. Vous savez, les fameux plug-in qu'on met et que quand on ouvre le Windows, mais non, j'ai même pas les bons mots. Vous voyez, mon analogie informatique est pas super, mais c'est comme si, en fait, au début de la vie, il fallait télécharger les bons plugins pour que le système d'exploitation de l'ordinateur, finalement, fonctionne et qu'on puisse installer des logiciels, installer des jeux, installer des cartes graphiques ou je sais pas quoi qui deviennent fonctionnels ensuite. Donc, l'ordinateur, on sait qu'il va être performant, on sait que sa mémoire, son disque dur, son processeur sont bons,
mais il n'a pas encore tous les exécutifs qui vont lui permettre de le télécharger. Donc, le temps de transition, là, le 4e trimestre de grossesse, c'est le temps de téléchargement. Alors, il faut lui donner ce temps-là, il faut être attentif à ça. Et c'est pour ça que les choses, des fois, démarrent pas super facilement. C'est pas automatique. C'est exactement comme quand vous recevez votre nouvel super ordinateur tout neuf. Il faut installer des choses, il faut suivre le mode d'emploi, il faut lui donner le temps d'installer tout l'environnement et à un moment donné, là, ça va partir. C'est autour de 3 mois. Vous allez voir, là, vous allez dire, ah, ça y est, j'ai un bébé. Des fois, c'est à 2 mois et demi, mais des fois, c'est à 4 mois. Mais moi, j'en ai une de mes filles, c'est à 4 mois seulement que c'est arrivé. Mais mes 2 autres enfants, c'était 3 mois, donc bonne chance. Et puis, voilà, il faut de la patience. Puis quand on le sait, ben c'est mieux. Alors, ben voilà, je vous remercie de votre attention. Puisque vous n'avez aucune question, j'en reviens pas. Sauf si je les vois pas, les questions. Je sais pas, je suis sur mon téléphone, fait que j'imagine qu'elle défilerait. La dernière fois que j'ai fait ça, ça défilait. Ma foi, tant pis. Si jamais il y a des questions, je regarderai sur Facebook après, sur la publication. Puis si jamais il y a des questions, j'y répondrai par écrit. Donc voilà, excusez-moi. Hein, j'ai fait ça avec les moyens du bord. C'est comme un live de brousse un peu aujourd'hui. Alors, je vais terminer en vous disant que j'ai plein de choses pour les parents, les nouveaux parents ou les futurs parents sur natalieallaitement.com. La masterclass avec beaucoup de documents pour vous former avant la naissance sur la première semaine de vie. Alors, il y a des questions dans les commentaires du... Allô? Oui? Alors, j'ai eu un message. Ah oui, c'est Chloé qui me suit et qui a mon numéro de téléphone qui me dit il y a des commentaires. Mais moi, je ne les vois pas. Je ne sais pas comment on fait pour les voir. Attendez, je vais essayer de zigonner mon... Non. Quand je tape 2 fois, ça retourne mon image de bord, mais pas... Ok, alors les amis, on va faire ça. Je vais regarder sur Facebook après avoir éteint le live et je vais répondre à vos questions par écrit. Ça va me faire plaisir. Ben voilà, je vous disais juste d'aller voir sur natalieallaitement.com. Suivez-moi Instagram, Facebook. Je suis là tous les premiers vendredis du mois pour un live en allaitement. Et puis le reste du temps, vraiment... Écrivez-moi vos questions, prenez contact avec moi, j'adore parler d'allaitement, donc ça va me faire plaisir d'inventer des nouvelles façons de vous rejoindre. Et puis, j'ai un atelier. Ah, mets le téléphone en mode portrait. Ah, ça c'est pour lui qui me donne des consignes. Ah, peut-être c'est ça, faire pivoter. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct, donc il m'a dit que je ne pouvais pas faire ça. Est-ce qu'on me voit toujours? Bon, apparemment, je ne peux pas le faire. Donc, Chloé, merci pour ton aide technique. Je pense que je renonce, je fais comme j'ai dit. Puis, on va faire ça. Donc, oui, c'est ça. Dimanche qui vient aussi, je fais un atelier en Zoom. L'atelier qui s'appelle « Préparer votre projet d'allaitement ». Donc, c'est un 2h30 de préparation. Vraiment, c'est un cours prénatal là, pour les futurs parents. Beaucoup de documentation. Il reste quelques places. Donc, si certains parmi vous veulent participer, ou des amis qui attendent des bébés, passez-leur le message, c'est 35 $. C'est pas cher pour une bonne préparation à l'allaitement et qui fait toute la différence quand même quand on est informé avant, souvent ça aide. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi, merci pour votre indulgence aussi hein, devant mes élucubrations de téléphone et de... de live un peu comme ça sur le pouce. Donc, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine!